Bonjour à tous, bienvenue dans la présentation des résultats semestriels 2025 d'Altamir. Je suis avec Maurice Chéniaud, président et CEO d'Altamir Gérance, et Eric Sabia, notre directeur financier. Merci Claire. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter les résultats semestriels du premier semestre 2025. Nous entrons dans le 30e anniversaire d'Altamir. Donc, voilà, donc nous allons commencer comme d'habitude par regarder ce qui s'est passé dans le marché sur ce premier semestre. Donc, en termes d'investissement dans les buy-out, vous voyez le marché européen a été assez résistant puisque 135 milliards ont été investis, c'est-à-dire exactement la moitié de ce qui avait été investi en 2024, mais donc dans un environnement malgré tout extrêmement chahuté. En termes de désinvestissement, on a à peu près la même cas de figure avec 90 milliards de désinvestissement contre 200 milliards sur l'année entière 2024, mais on peut constater que l'essentiel des opérations de désinvestissement en 2025 ont eu lieu sur de très grosses transactions et bien évidemment, le marché des introductions en bourse, lui, est totalement fermé et donc, on peut dire que le grand problème, et j'y reviendrai aujourd'hui, des fonds de private equity, c'est la problématique de la liquidité et la cession des portefeuilles d'actifs qui sont déjà dans le portefeuille depuis plus de 5 ans. Comment, dans cet environnement, Altamir s'est comporté? Eh bien, comme vous le voyez, l'actif net réévalué a régressé de 1,3% sur l'exercice en incluant le dividende contre 2,7% sur le premier semestre 2024. Cet effet est principalement dû à un effet de change entre le dollar et l'euro, le dollar s'étant déprécié de 10% sur la période. La croissance de l'EBITDA est de 3,7% sur les 12 mois glissants qui se terminent au 30 juin 2025, comparé à 13,1 sur les 12 mois glissants du premier semestre 2024. Et donc là, ça montre à quel point les sociétés du portefeuille font face à des vents contraires dans la plupart des pays et dans la plupart des secteurs. Les temps sont durs au plan économique, on y reviendra lorsqu'on analysera le portefeuille. En termes de désinvestissement, nous avons cédé pour 80 millions d'actifs contre 152 millions d'actifs au premier semestre 2024. Donc, nous sommes à peu près, on est nettement moins bien que l'année dernière, mais en ligne avec l'historique. Nous avons fait 6 nouveaux investissements contre 2 au premier semestre, avec 93,5 millions de montants investis contre 70 millions au premier semestre de l'année dernière. Enfin, notre position de cash, compte tenu du volume de cession de l'année dernière, s'est nettement améliorée avec une position en cash de plus 17 millions contre moins 18 millions au premier semestre 2024. Si on regarde maintenant le détail de ces désinvestissements, vous voyez que en fait, ces 80 millions de désinvestissements se comparent bien sûr avec cette année faste qu'on avait eue l'année dernière à 333 millions, mais si on le regarde en perspective par rapport aux années antérieures, on est, je dirais, dans la bonne moyenne en termes de montant désinvesti sur ce premier semestre. L'essentiel du désinvestissement sur le premier semestre provient de la cession de Marlink. Je vous rappelle que nous avions cédé Marlink il y a 4 ans au fonds Providence et à cette occasion, nous avons réinvesti dans Marlink. Et donc, c'est ce réinvestissement dans Marlink qui a fait 2,1 fois notre mise en 4 ans et donc qui nous a procuré 75 millions de produits de cession. À ces 75 millions sont venus s'ajouter 4 millions de dividendes ou de cessions, voilà, qui sont marginales. En termes de nouveaux investissements, on a fait 6 nouveaux investissements pour 88 millions et des follow-on pour 6 millions. Et à nouveau, vous voyez qu'on est dans la bonne moyenne par rapport à l'année dernière. On est exactement à la moitié comme le marché, on est à la moyenne. Et quand on se compare à nouveau,
quand on se compare sur le plan historique, on est en ligne avec nos performances historiques en termes de montants investis. Où avons-nous mis notre argent au premier semestre 2025? Dans 6 nouvelles transactions, 4 dans les nouveaux des services, avec Conresnik, qui est donc une société américaine, un cabinet d'audit et de fiscalité et de conseil aux États-Unis, un des plus grands cabinets dans ce domaine après les top 4 ou les top 5, au travers de l'Apax LLP. Le premier investissement en Allemagne de 72 Mid Market dans le domaine d'une plateforme allemande de gestion de patrimoine indépendante, 72 profitant de son expérience sur Crystal, ayant essayé de la dupliquer sur l'Allemagne. Norva 24 est une sortie de bourse d'une société norvégienne dans le domaine des services de maintenance pour les infrastructures au travers du fonds Apax 11. Et nous avons réinvesti dans Crystal, d'une part au travers du fonds 10 qui a lui-même réinvesti aux côtés de Goldman Sachs à qui la société a été vendue, et d'autre part, nous, dans le cadre du fonds Duality dont je vais parler, nous avons réinvesti également en co-investissement dans Crystal. Par ailleurs, nous avons réinvesti dans Marlink dans le cadre du fonds Duality et à hauteur de 11,1 millions d'euros. Et nous avons investi 10 millions d'euros dans Finastra, qui est un fournisseur mondial de solutions logicielles pour le secteur financier. À ces 66,5 millions d'investissements, dont 4 dans les services et 2 dans les tech et telco, viennent s'ajouter les investissements dans les fonds, 21 millions dans les fonds Altaroc qui continuent à s'investir à bon rythme, comme vous le voyez, 91% pour le Odyssey 21, 55% pour le 22, 31% pour le 23 et 6% pour le 24. Et de même, les fonds Digital 2 et Apax Développement 2 sont en bonne voie d'investissement, respectivement à 50 et 30% chacun. En termes de follow-on, ils sont très limités à hauteur de 6 millions d'euros, et les 4 follow-on qui ont été faits ont tous été faits de façon offensive pour aider les sociétés à se développer, soit par croissance interne, soit par build-up. Au total, comme on l'a indiqué, notre ANR au 30 juin 2025 s'élève à 33,53 € en régression de 1,3% par rapport au 31 décembre 2024. Mais si on prend une vue à long terme, on voit que par rapport au pic de 31 décembre 2021 à 37,81 €, on a perdu 4,28 € qui proviennent essentiellement des dividendes qui ont été payés. Ce qui veut dire qu'en fait, sur la période de 22, 23, 24, de 3 ans et demi, on est resté flat et on a essentiellement la valeur du portefeuille n'a uniquement compensé que l'ensemble des frais du private equity qui se montent à peu près à 40 millions chaque année, c'est-à-dire qu'on a couvert 140 millions de frais par l'amélioration de la valeur du portefeuille. Je me tourne vers Eric qui va vous expliquer le bridge, comment a évolué l'actif net réévalué entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025. Merci Maurice. Donc effectivement, qu'est-ce qui explique l'écart entre les deux dates? C'est premièrement la faible création de valeur qui a été réalisée sur la période à 3,2 millions d'euros. Maurice le disait, on a des forts vents contraires, notamment au niveau de l'effet change. Si on n'avait pas eu cet effet change négatif de 31 millions d'euros sur la période, la croissance de l'actif net aurait été de plus 0,5 versus les moins 1,3 qu'on a malheureusement enregistré sur la période. À cette création de valeur assez faible sont venus s'ajouter les frais pour un peu moins de 20 millions et le dividende qui a été provisionné et qui sera payé le 30 septembre. Si on regarde maintenant un petit peu plus en détail la création de valeur sur la période, elle est de 3,2 millions d'euros.
Elle est pratiquement flat, break-even sur tous les secteurs, sauf sur le service où elle est légèrement positive de 2,2. Et ce que je disais il y a une seconde, c'est que cet effet change, cette création de valeur comprend l'effet négatif de l'effet change. Donc c'est pour ça qui impacte notamment l'EBITDA, et c'est pour ça que cette création de valeur est aussi faible sur la période. Je vais néanmoins vous mentionner rapidement les derniers deals que sont Vocalcom, qui est en bas du secteur Tech and Telco, et Colan, en bas du secteur Consumer, qui sont les 2 derniers deals des fonds respectifs d'Apax France 8 et d'Apax France 8 géré par 72 et du fonds Apax 8 LP. Ces 2 sociétés sont en train d'aligner leur valorisation sur les prix de cession qui sont anticipés par les gérants, puisque ce sont les deux derniers actifs du fonds. Et enfin, je mentionnerai dans le secteur service la société Assure Partner, qui a une création de valeur négative de pratiquement 3 millions d'euros, puisque cette société a été cédée sur la période à une valorisation légèrement inférieure à celle du 31 décembre. Page suivante, si on rentre un petit peu dans le détail, les chiffres de création de valeur ce semestre ne sont pas forcément représentatifs, puisque la création de valeur est sur la partie unrealized, donc, qui s'élève à 10,4 millions d'euros, ne sont pas forcément significatifs, et ils sont également pollués de manière assez importante par Tom, qui a des gros effets sur tous les leviers. Donc on ne va pas rentrer plus dans le détail. On voit par contre sur la droite que le portefeuille lui baisse, passant de 1 623 millions d'euros à 1 568. C'est lié aux enregistrements comptables, puisque nous avons plus sorti de sociétés sur la période que nous n'avons réalisé de nouveaux investissements. C'est pour ça qu'on arrive à un portefeuille légèrement en baisse sur la période. Page suivante, vous avez l'évolution du portefeuille au prix de revient, qui s'élève à 113% de la situation aide sociale. Cet indicateur est très important pour nous. C'est un indicateur qui nous permet de vérifier que les capitaux propres durs dans les comptes sociaux de la société sont bien investis. On voit qu'aujourd'hui, ils le sont. On a une situation aide sociale à près de 895 millions d'euros après détachement du dividende, qui se compare à un portefeuille au prix de revient qui s'élève à un peu plus d'1 milliard, 1,14 milliard. Donc on reste bien orienté au niveau des investissements. En termes de valorisation, sur le slide suivant, on voit que 96% du portefeuille au 30 juin 2025 est valorisé en utilisant des comparables boursiers. Alors, on a pratiquement plus de sociétés cotées et très peu de sociétés au prix de revient à fin juin. Page 25, une nouveauté pour nous. L'uplift est sur la période, sur les 6 premiers mois de 2025 négatif. L'uplift, je rappelle, c'est la différence entre la dernière valorisation à laquelle nous avons les actifs dans nos livres et le prix de cession. Et on voit que sur le premier semestre 2025, cet uplift est un downlift, un uplift négatif, qui s'explique principalement par la cession de Marlink qui a été réalisée en secondaire avec le transfert, comme Maurice le disait, au fonds Duality il y a quelques mois maintenant, même si la société, elle, continue à bien performer. Marlink se porte très bien, mais l'alignement du prix de cession a fait que nous avons enregistré cet uplift négatif. En termes d'engagement, sur le slide suivant, page 26, les engagements s'élèvent à 525 millions d'euros à fin juin, dont 167 millions d'euros sont déjà investis par les fonds en portefeuille et font l'objet de tirage sur ligne de crédit. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore été appelés. Pas de réelle nouveauté par rapport au 31/12, si ce n'est que les fonds appellent quelques capitaux pour financer leur deal, mais plutôt assez stable sur la période. Si les fonds appellent des capitaux, ça impacte forcément le cash. Et comme on le disait, la situation de cash d'Altamir s'est bien tracée sur la période à 17,3 millions d'euros et avec un cash en IFRS à 163 millions d'euros. Et la société dispose toujours de ces 135 millions de lignes de crédit qui restent disponibles puisque le cash étant positif à fin juin, nous ne tirions pas dessus. Maurice, je vous rends la parole pour les événements post-clôture. Absolument. Donc, tout d'abord, en termes d'investissement, Apax a annoncé, investissement ou désinvestissement en l'occurrence, Apax a annoncé d'une part une vente partielle de ses titres Fractal Analytics dans une perspective d'introduction en bourse de la société sur le marché indien dans les 18 mois à venir. Et par ailleurs, elle a cédé les titres qu'elle détenait dans la société Verint, qui est une société cotée à New York, et donc dont on devrait recevoir les produits au début de l'année prochaine. Par ailleurs, bien évidemment, comme vous le savez, Amboise a lancé une offre publique d'achat
simplifiée sur les actions de la société au prix de 28,50 € par action. Cette offre a reçu la conformité du collège de l'AMF le 11 juin dernier, et donc la période d'apport au titre est ouverte depuis le 15 septembre jusqu'au 26 septembre. Seuls les titres, comme le coupon sera détaché le 26 septembre, les titres qui sont apportés le dernier jour de l'offre seront coupons détachés et ne seront pas payés à 28,50 € mais à 27,44 €, c'est-à-dire le coupon de 1,06 leur étant payé directement. Voilà, donc cette opération devrait se terminer donc à la fin du mois de septembre. Comme je vous le dis chaque année, et même 2 fois par an, la valeur de votre société repose sur la valeur de son portefeuille. Votre portefeuille comprend 69 sociétés que nous identifions séparément pour un montant de 1,569 milliard, enfin pas tout à fait 1,569 milliard, parce que ça inclut également les sociétés dans les fonds, sachant que les montants, les 7% qui sont investis au travers de fonds sont investis dans un nombre de comptes, dans les fonds Altaroc et dans les fonds des fonds, on a plusieurs centaines de sociétés. Donc celles que nous identifions sont les investissements directs et les investissements qui sont faits au travers des fonds Apax 72 Mid Market et Apax LLP. Et donc, vous voyez que la décomposition du portefeuille, c'est 21% en fair market value dans des investissements dits directs, 72% au travers des fonds 72 et Apax, et 7% dans les fonds Altaroc. Et le portefeuille est presque toujours diversifié de par secteur, avec bien évidemment la tech qui représente 49%, les services 28%, le consumer 18%, et la santé qui a été décidé d'être arrêtée par les fonds Apax et 72, qui ne pèse plus que 5%. Et on voit que chaque année, compte tenu qu'il y a du retard à la cession, que le poids des sociétés antérieures à 2019 représente 30%, c'est-à-dire donc le volume des actifs qui devraient être cédés dans les mois ou les années à venir. La ventilation géographique fait apparaître un poids énorme de l'Europe, mais ça tient compte des sièges sociaux. Or, la plupart des sociétés de notre portefeuille aujourd'hui sont très internationales. Si je prends l'exemple de Marlink, son poids en Europe, son poids est essentiellement mondial. Donc, ça ne reflète pas la répartition géographique de notre portefeuille. En ce qui concerne la croissance de l'EBITDA que nous comparons par rapport aux 35 sociétés du CAC 40, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Notre croissance de 4% de l'EBITDA n'est pas formidable, mais le CAC 40 à 1% n'a pas fait mieux, je dirais, fait nettement moins bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique cette rotation des dirigeants des sociétés du CAC 40 et du SBF 120. Parce que effectivement, les temps sont devenus très durs, et comme on va le voir dans quelques minutes en parlant de nos sociétés du portefeuille, celles-ci se rencontrent des vents contraires. L'environnement économique de nos sociétés et c'est beaucoup tendu depuis plusieurs années. Et donc ça, on le voit très nettement sur cette charte, puisque 39 de nos sociétés sur les 69, qui représentent 61% du cost, ont eu une croissance négative de leur chiffre d'affaires sur le premier semestre, et seulement les 17 sociétés autres, qui représentent 40% du portfolio at cost, ont une croissance positive. Et en termes d'EBITDA, c'est un peu meilleur, puisque seulement 39 sociétés représentant 50% de notre cost ont eu une croissance négative de leur EBITDA, et le solde a une croissance positive. Alors, bien évidemment, ces chiffres sont affectés par l'effet change, puisque des sociétés peuvent avoir progressé en dollars, mais avoir régressé en termes d'EBITDA en euros. Néanmoins, ça montre quand même la difficulté des temps. Mais néanmoins, je voudrais que vous gardiez quand même en tête que toutes les sociétés du portefeuille, même celles qui sont
qui n'ont pas eu une croissance de leur EBITDA en sont en EBITDA positif. On n'a pas de sociétés qui sont en perte, etc. En termes de multiples, on voit apparaître un bond du multiple entre 2024 et le 30 juin 2025. Il y a un effet mécanique, c'est que dans les chiffres de 2024, il y avait Antoria que nous avons perdu et qui avait un multiple donc très très faible. Et donc c'est ce qui explique la régression des multiples. Et on a la vraie histoire, c'est un accroissement de multiples de un tour à peu près, et qui s'explique par le fait que de plus en plus, les sociétés dans lesquelles les fonds Apax et Seven2 investissent sont des sociétés en très forte croissance, principalement dans le domaine des softwares, etc., ou des sociétés avec forte récurrence et qui se valorisent avec des multiples supérieurs à 20, 25 ou 25 fois. C'est la raison pour laquelle on va continuer à avoir une croissance des multiples de notre portefeuille. En ce qui concerne la dette, c'est la même histoire à l'envers, c'est-à-dire que la raison pour laquelle le multiple de dette baisse, c'est essentiellement dû à Antoria, et donc on peut dire qu'on est flat depuis 4 ans à 5,70, mais là encore, ces multiples vont s'accroître du fait que quand vous payez 25 ou 27 fois EBITDA, eh bien, vous levez des niveaux de dette de 7, 8 ou 9 fois EBITDA, donc, parce que c'est des sociétés à forte récurrence et à forte progression. Voilà, donc lorsqu'on passe maintenant aux 20 plus grands investissements du fonds, on s'aperçoit qu'il ne représente plus que 67% du portefeuille. Historiquement, il représentait plus proche de 80%. Et donc là, le portefeuille se diversifie de manière significative. Néanmoins, 2 investissements, Tom et Destiny, représentent à eux deux 20%, ou 3 investissements prenant Greatech représentent 25% du portefeuille. La plupart des sociétés du portefeuille, à l'exception de Infovista, de Mental Care, sont valorisées au-dessus de leur prix de revient. Alors, si on aborde maintenant chacune des sociétés du portefeuille, eh bien, Destiny, on vous rappelle que c'est un acteur européen majeur dans les communications unifiées à la demande. En fait, la société également fait face à des rétrécissements de son marché. Néanmoins, son activité récurrente continue à progresser à hauteur de 7%. Et si l'EBITDA est en régression, c'est simplement pour refléter les investissements qui sont faits pour l'avenir, on peut dire. Greatech continue à bien performer. Greatech donc est un éditeur et distributeur international de logiciels pour l'industrie de la construction, building, information and modeling, et la conception, le calcul. Voilà. Et donc la société continue à très bien performer et continue à investir fortement dans sa force de vente. En ce qui concerne Odin, qui est une société qui est en fait un des principaux fournisseurs néerlandais de services IT externalisés dans le cloud, la société continue à bien progresser aussi bien en croissance organique qu'en croissance par acquisition, et élargir son périmètre géographique puisqu'elle était concentrée sur une région de la Hollande. Elle essaye de se développer sur la Hollande entière et même de franchir les frontières pour franchir la frontière allemande. Odigo, comme vous le souvenez, est donc le leader des solutions de contact center as a service pour l'industrie destinée aux grandes entreprises. Comme vous savez, on avait fait un pari sur Odigo de transformer ces solutions en solutions SaaS. Ça a été un processus qui a été très long et très douloureux. Maintenant, ce processus est terminé. La société est en full SaaS. Ce qui se traduit par le fait qu'on peut réduire significativement les coûts, d'où la croissance de l'EBITDA. Néanmoins, le défi majeur devant nous est de redéployer le chiffre d'affaires, et la nouvelle équipe de direction qui a été mise en place, c'est ça son mandat. VitaProtect est donc un leader français de la sécurité électronique premium pour les sites sensibles, aussi bien cherchant des solutions hardware et software.
Les chiffres que vous voyez ici tiennent compte d'une acquisition transformante d'une société américaine qui s'appelle Hirsch, qui était on peut dire le jumeau de Vitaprotech aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, tout le travail qui est fait est de tirer les synergies commerciales et je dirais de coûts entre les deux sociétés. Infovista, comme vous le savez, est une société, un leader mondial dans les solutions logicielles d'amélioration de la performance des réseaux téléphoniques. La société souffre depuis plusieurs années du fait que les grands opérateurs téléphoniques ont réduit très significativement leurs investissements. La société a dû donc prendre des initiatives fortes pour réduire ses coûts, se repositionner, et donc, bien sûr, on a mis en place une nouvelle équipe de direction, et j'ai le plaisir de vous dire que la société est en ligne avec son budget pour l'exercice qui s'est terminé au 30 juin 2020. Le croisement des courbes pour que la société retrouve une dynamique de croissance. Néanmoins, des actions fortes sur les coûts ont permis de montrer un EBITDA de 5%. Effici, à nouveau, c'est un leader européen dans le secteur des logiciels de CRM. Changement d'équipe de direction, les revenus récurrents sont stables, lancement de nouvelles fonctionnalités de leurs produits CRM qui introduisent l'IA. J'aurais dû dire que pratiquement toutes les sociétés du portefeuille aujourd'hui travaillent sur introduire l'IA dans leurs solutions et d'autre part, redémarrer un processus d'acquisition. Voilà le mandat qui a été donné à la nouvelle équipe de direction. Lumion est donc une acquisition récente qui a été faite par Seven2. C'est donc un logiciel rendu de 3D de référence pour les architectes. Voilà. La société se développe bien tant au plan organique qu'elle a fait une petite acquisition danoise. Et bien évidemment, on continue à renforcer les équipes de direction et à développer la gamme produits. Thoughtworks, c'est donc, si vous vous souvenez, c'est une société qui a été un grand gagnant pour notre portefeuille, puisqu'on a déjà réalisé plus de 4 fois notre mise sur Thoughtworks. Cette société avait été introduite en bourse et Apax l'a ressortie de la bourse en rachetant les minoritaires, ce qui fait que Apax quasiment détient 100% du capital de cette société. Nous avons réinvesti à leur côté. L'équipe de direction a été changée et là, la société, compte tenu du fait que les clients dans le contexte mondial sont extrêmement prudents, puisque la société, il faut faire des investissements en software sur mesure très conséquents. Donc, le chiffre d'affaires est stable, mais des mesures majeures ont été prises pour améliorer la rentabilité et l'accès au marché. Et donc, on anticipe un redémarrage fort de la société dans les 12 mois à venir. IFS, là, tout est au vert sur IFS. C'est un leader mondial des solutions logicielles et d'IA pour les entreprises industrielles. C'est le grand concurrent de SAP, pour faire simple, pour les sociétés industrielles et qui ont des modèles complexes. La société continue à gagner des logos, elle continue à améliorer sa gamme produits, elle lance de nouveaux produits en base de l'IA et vous voyez que les chiffres sont au rendez-vous, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en termes d'EBITDA. AEB, à nouveau dans un autre domaine qui est celui des produits pour des ingrédients, des services pour les boissons et les produits alimentaires. En fait, soyons clairs, c'est essentiellement le vin et la bière. Et donc, la société subit un environnement de récoltes qui sont négatives un peu partout dans le monde et notamment en Amérique du Sud. Malgré et donc, par rapport à cette situation, bien évidemment, toute une série d'initiatives sont prises avec une nouvelle équipe de direction à nouveau pour renforcer à la fois pour renforcer l'organisation, réduire les coûts et revenir à un niveau d'EBITDA satisfaisant.
donc un des leaders européens des services et produits d'assurance automobile. La société continue à bien performer et a procédé à une petite acquisition en Italie qui lui donne accès à la fois au marché français, au marché allemand et au marché italien. Fulgard est un nouvel investissement qui a été fait par Seven2 dans le domaine de la sécurité incendie. Le démarrage est un peu lent du fait que la société, au moment où on l'a reprise, a démarré avec un backlog, je cherche le terme en français, un carnet d'ordre qui était inférieur aux années antérieures. Donc, on paye le prix en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA de cette position au moment du rachat, mais on en a tenu compte au moment du rachat, et une nouvelle équipe de direction est en place, puisqu'on a racheté cette société avec un nouveau dirigeant, et donc il est en train d'agir pour exécuter le business plan sur lequel nous nous sommes engagés. Le PIB Group est un courtier d'assurance britannique, mais qui se développe sur le continent par acquisition. Depuis l'investissement par Apax en mars 2021, la société a fait 117 acquisitions, dont 85 en Europe continentale, et les chiffres que vous voyez là sont tirés principalement par la croissance externe. Infraneo est donc un leader Infraneo est donc une société qui agit dans la maintenance et le diagnostic des infrastructures et des buildings. La société progresse bien, aussi bien en organique par croissance externe. Et donc, là, là encore, notre grand travail a été de renforcer l'équipe de direction. Ce qu'on appelle le Project Viper, et en fait, le nouveau nom de la société n'a pas été trouvé, c'est la fusion de deux sociétés, Alcumus et Veriforce, une société américaine et une société britannique, qui agissent dans le domaine de la fourniture de solutions intégrées de services à la gestion des risques de supply chain. Et donc, tout le travail qui est fait aujourd'hui est de tirer les synergies, et tirer au maximum les synergies aussi bien en termes de chiffre d'affaires que en termes de coûts entre les deux entités. Et les premiers résultats sont plutôt satisfaisants, avec une croissance de 11% du chiffre d'affaires et de 20% de l'EBITDA. Cristal, donc on est revenu dans Cristal, puisqu'on l'a vendu à Goldman Sachs, mais on est revenu dans Cristal. La société avait fait deux acquisitions majeures au moment même où nous cédions Cristal à Goldman Sachs, et la société a continué à progresser aussi bien en organique qu'en acquisition, et donc vous voyez la traduction de 23% et 27% de croissance en organique, tiré d'abord, premièrement, malheureusement, c'est dû au fait que les Français accroissent leur épargne, et donc la collecte d'épargne s'accroît, et Cristal en tire parti, et d'autre part, cette explication provient essentiellement des produits structurés en termes de collecte. En ce qui concerne le secteur des consumers, le seul prétendant est Tom, donc la chaîne, le leader européen de la bijouterie accessible. Tom est confronté à un problème majeur qui est l'augmentation du prix de l'or, et donc où pour l'instant nous avons décidé de ne pas refléter ces augmentations du prix de l'or dans les prix de vente, du fait que c'est un métier dans lequel nous avons des marges très élevées, et que la baisse du chiffre d'affaires, toute baisse du chiffre d'affaires, entraîne une baisse significative de la rentabilité. La société continue son expansion avec 39 magasins ouverts, et surtout Agatha continue à extrêmement bien performer. Enfin, le dernier investissement dans le top 20 est un investissement dans le secteur de la santé, c'est Mental Better qui s'est rebaptisé Mental Care. Vous savez qu'on avait eu pas mal de soucis sur cette société
dès son acquisition, du fait de l'augmentation, si je puis dire, des exigences salariales d'une part, qui étaient difficiles de refléter dans les augmentations de prix, et puis la difficulté à recruter des thérapeutes. Mais vous voyez que la société est en voie de récupération de manière significative avec son chiffre d'affaires et son EBITDA, ce qui fait qu'elle est légèrement en dessous du cost, et on espère qu'en 2026, ou même d'ici la fin 2025, elle devrait revenir en vert. Voilà l'histoire des 20 sociétés. J'aurais dû commencer par dire que ces 20 sociétés, pour la plupart d'entre elles, sont confrontées à des vents contraires, qui fait que les performances que vous voyez sont tirées par, grosso modo, 4 leviers qui sont activés fortement par le private equity: la réduction des coûts, l'introduction de l'IA, l'augmentation des prix et, je dirais, les fusions-acquisitions, pour tenir compte que l'environnement étant difficile, comme il s'agit la plupart du temps de leaders, eh bien, leurs concurrents souffrent davantage et on peut les racheter dans d'assez bonnes conditions. Mais ça, et donc c'est ce qui explique que on a, indépendamment du phénomène dollar, qui est venu encore affecter la progression en moyenne de l'EBITDA. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel nous sommes, et cet environnement fait qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour les fonds de private equity de vendre leurs actifs. Seuls les très beaux actifs qui sont en très très forte croissance et qui sont valorisés de manière très forte, aujourd'hui trouvent preneur. Et donc le grand problème aujourd'hui de l'industrie du private equity, c'est le problème de la cession de ces actifs qui performent relativement bien, mais pour lequel, tant que les marchés boursiers sont fermés, il y a des problèmes de liquidité. Donc, si maintenant on passe au chapitre comment Altamir se comporte en termes de son actif net réévalué par rapport à l'indice LPX Europe, eh bien, vous voyez que nous surperformons l'indice sur 10 ans, nous sous-performons l'indice sur 5 ans, nous surperformons légèrement l'indice sur 3 ans, et nous sommes à peu près flat sur 1 an. En termes du dividende, comme nous continuons à payer 3% de l'actif net réévalué et que nous avons à peu près 20% de décote, ça se traduit toujours par un rendement pour les actionnaires de 4% environ. Et en termes de cours de bourse, Altamir, du fait de l'opération, du lancement de l'opération avec une prime de 20 ou 25% sur le dernier cours coté et une décote de 15% sur le dernier ANR publié, fait que Altamir surperforme ses indices aussi bien CAC Mid and Small que LPX Europe sur 10, 5, 3 et 1 an de manière significative, pour ceux des actionnaires, bien évidemment, qui choisiraient de céder leurs titres au cours d'un appel d'offres. Voilà. Alors ensuite, vous savez que j'avais annoncé en 2020 qu'on ne ferait plus de projection d'objectifs annuels parce que c'est un métier cyclique et on vient de le voir là où depuis 3 ans et demi on fait du surplace après avoir fait des scores très significatifs pendant 7 ou 8 ans. Néanmoins, j'avais annoncé qu'on devrait investir en moyenne 170 millions d'euros en moyenne, et vous voyez que 4 ans et demi, sur les 4 ans et demi, j'avais fait cette prévision pour 5 ans, donc qui se termine en 2025, on est à 202 millions d'euros, et donc même si on fait 0 investissement sur le dernier semestre, on aura été en ligne avec les objectifs que j'avais fixés. En termes de désinvestissement, j'avais fixé un objectif de 230 millions. À fin juin 2025, on est à 270 millions d'euros. Donc, à nouveau, même si on fait une hypothèse de 0 désinvestissement, on sera en ligne avec nos objectifs. Et en termes de croissance de l'EBITDA de 7% en organique, on n'a pas malheureusement les chiffres en organique, on les a en organique et croissance externe, mais globalement, on est à 14,8%, donc on peut dire qu'on est en ligne avec nos objectifs.
Je ne sais pas quels objectifs je vais fixer pour les 5 années prochaines, mais pour l'instant, on est en ligne avec nos objectifs. Pour conclure, je dirais que le principal défi auquel nous sommes confrontés pour les 6 mois ou les 18 mois à venir, c'est un problème de liquidité, puisque si les fonds ne réactivent pas, si les fonds ne réactivent pas leur processus de vente, et bien évidemment, comme nous avons des engagements vis-à-vis des fonds d'investir et qu'on ne demande pas notre avis pour nous appeler sur les montants que nous avons engagés. Et les engagements que nous avons pris, on les a pris en anticipant les sessions qui devaient venir. Donc le problème numéro 1 pour les 18 mois à venir, c'est bien évidemment d'être très vigilant sur les sessions que vont nous annoncer Apax et 7-2 et de préparer des plans B dans l'hypothèse où leurs réalisations ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendons. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, pour ceux qui sont là, qui nous accompagnent depuis 29 ans, depuis presque 30 ans, et pour la fidélité pour les nouveaux qui nous ont rejoints. Voilà, nous sommes à vos dispositions, Eric et Claire, pour répondre à toutes vos questions. Bonne journée, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.